Peut-on encore trouver refuge dans ce marché si compliqué? On s'interroge sur la chute du roi dollar depuis quelques semaines, depuis l'annonce des tarifs douaniers. Quelles sont les autres valeurs refuges à privilégier? Charles Sana est avec nous, fondateur du site insolentiae.com. Bonjour Charles. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, peut-être un mot du dollar qui est ce matin proche des 1,14 sur l'eurodoll. C'est déjà faible, mais est-ce que ça peut descendre encore plus bas? Bonjour Aude, bonjour à tous. Alors oui, ça peut descendre encore plus bas parce que les marchés sont à chaque fois potentiellement toujours plus, on dit, irrationnels. En réalité, ils ne sont pas irrationnels. Ils cherchent dans cette nouvelle donne actuelle imposée par Donald Trump avec ses droits de douane et cette nouvelle phase dans une politique qu'il avait déjà commencé lors de son premier mandat, qui est une politique de démondialisation. Eh bien, les marchés cherchent à valoriser comme il se doit l'ensemble des actifs dans un nouveau contexte économique, je dirais même macroéconomique et géopolitique. C'est évidemment très compliqué. Donc, dans un contexte tel que celui-là, si vous voulez, vous pouvez avoir des excès baissiers comme des excès haussiers, comme des excès de volatilité qui sont assez facilement compréhensibles. Il est très difficile de trouver la bonne valorisation tout de suite pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes dans une situation qui est mouvante, qui est fluctuante, qui est évolutive. On appelle ça en fait en langage un peu intellectuel de gestion des risques, on appelle ça une situation VICA pour une situation volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Et donc, quand vous êtes dans une situation VICA, eh bien, évidemment, vous avez des mouvements erratiques sur les marchés. Dans ce contexte, pour en revenir sur le dollar. Oui, revenez-y sur le dollar et après, je vous poserai la question. Pour en revenir sur le dollar, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de lier la baisse du dollar aux tensions que vous avez évoquées sur le 10 ans américain, qui est, on va dire, aux alentours de 4,50 aujourd'hui. Et donc là, on a des éléments techniques, notamment de, à mon sens, de carry trade. C'est pas, je pense pas que ce soit une attaque sur la dette américaine. C'est vraisemblablement des éléments techniques. Et donc, comme vous avez beaucoup de hedge funds, d'investisseurs qui empruntaient pas cher au Japon en yens, qui empruntaient moins cher en Europe en euros, et qui plaçaient dans des bons du trésor américains qui, eux, étaient rémunérés plus cher, dès que vous avez une baisse du dollar, en réalité, vous risquez... Alors bon, vous savez, c'est différentiel, c'est 1%, c'est 2%, c'est ça qui gagne, les hedge funds, mais sur des sommes absolument considérables. Mais le problème, c'est que si jamais vous avez une baisse du dollar et que cette baisse du dollar, vous n'êtes pas évidemment couvert en taux de change, cette baisse du dollar, si elle est de 1 ou 2%, tout de suite, vous pouvez éventuellement vous retrouver avec des pertes monumentales puisque vous jouez sur des sommes considérables. Donc du coup, vous coupez vos positions un peu en urgence et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. On est plutôt sur des éléments techniques liés à des coupures de positions en urgence des hedge funds qui faisaient de la spéculation internationale parce que la mondialisation, c'est aussi la mondialisation de la finance et du marché financier. Mais avec les tarifs douaniers et l'instabilité aussi quand même de l'administration Trump, est-ce que le dollar est en train de perdre sa position hégémonique, son privilège exorbitant, comme disait Valéry Giscard d'Estaing? Alors pas du tout, je pense que pas du tout. Encore une fois, il faut décorréler ce moment que nous traversons, qui est un moment d'excès de marché avec les facteurs de fond. Si vous regardez la puissance du dollar, elle est assise sur cette notion de pétrodollar. Souvenez-vous, après 1945, Bretton Woods, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les monnaies sont arrimées au dollar, qui lui-même est convertible en or. 1971, guerre du Vietnam, inflation aux États-Unis, les accords de Bretton Woods et la convertibilité du dollar en or explose, enfin, s'arrête. Ça va être les accords de la Jamaïque, 1971. Et donc, là, on part sur un système de change flottant. Et pour conserver la puissance du dollar, les Américains ont cette idée géniale que d'imposer au monde entier d'acheter leur pétrole en dollars. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les
États-Unis n'ont même pas besoin d'imposer aux pétromonarchies de commercer et de vendre leur pétrole en dollars, puisqu'en réalité aujourd'hui, le premier producteur mondial de pétrole, d'énergie, de GNL, etc., ce sont les États-Unis d'Amérique. Et l'un des plus gros clients des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est l'Europe. Donc, puisque les États-Unis remplacent en plus la Russie comme fournisseur notamment de gaz à travers le GNL, qui est le gaz liquéfié. Donc aujourd'hui, la force du dollar, elle est assurée par l'énergie que les Américains peuvent vendre en tant que premier producteur de pétrole devant la Russie et devant l'Arabie Saoudite. C'est un basculement géopolitique, géoéconomique absolument majeur. Les États-Unis sont devenus une pétromonarchie à elle-même. Le pétrole comme assurance vie. On va parler de l'or qui a franchi encore cette nuit un nouveau record au-dessus de 3240 $ l'once. Ça continue de monter. Pourtant, l'or, on avait quand même vu quelques mouvements à la baisse ces dernières semaines liés aux appels de marge parce que là aussi, il fallait vendre des actifs et que l'or était à disposition et est liquide. Exactement. Et ça, évidemment, quand en plus vous aviez eu un très fort mouvement haussier haut sur l'or. Donc, résultat, quand vous avez des appels de marge de l'autre côté, vous vendez un actif sur lequel vous êtes en gain, vous encaissez votre plus-value et puis vous allez payer votre appel de marge. L'or est le marché, l'un des marchés évidemment les plus liquides avec celui des bons du Trésor américain. Et c'est aussi l'un des marchés les plus profonds, c'est-à-dire que si vous avez 50 milliards de dollars à placer, vous pouvez acheter pour 50 milliards de dollars d'or. Évidemment, ça va faire monter les cours, mais vous pouvez acheter pour 50 milliards, vous pouvez acheter pour 50 milliards de bons du Trésor américain ou les revendre. Ce sont ce qu'on appelle des marchés profonds, des marchés sur lesquels il y a de la liquidité, des marchés sur lesquels il y a beaucoup de transactions. Donc oui, là, on a eu pareil, une baisse technique sur l'or qui était liée à ces appels de marge. Vous voyez qu'en revanche, une fois que ces appels de marge, globalement, sont passés et ont été encaissés, l'or repart à nouveau dans sa dynamique haussière. Donc, il a non seulement son statut de valeur refuge qui s'incarne de manière encore parfaite, mais surtout, on voit bien qu'il se passe autre chose sur le marché de l'or. Et c'est lié notamment à cette fameuse histoire d'audit que Elon Musk et Donald Trump veulent faire sur la réserve fédérale. Alors, je vais simplifier un peu les choses, c'est plus complexe, mais je les simplifie et globalement, c'est la grande idée. Imaginez une classe de 30 élèves, il y a eu un vol et la maîtresse, elle arrive, elle dit « Bon, je vous préviens, si vous voulez que ça n'aille pas plus loin, celui qui a volé l'orange du marchand, il a intérêt à me la ramener et je veux que demain, l'orange soit redéposée sur mon bureau. » Eh bien, c'est un petit peu ce qu'ont fait Musk et Trump. Ils ont dit, écoutez, on va aller auditer, on va aller voir ce qui manque dans la réserve fédérale. Évidemment, on sait tous qu'il en manque énormément. Et depuis qu'ils ont dit ça, comme par miracle, eh bien, jamais il n'y a eu autant de travail dans les fonderies suisses pour fondre des lingots aux normes de la Banque centrale, de la Réserve fédérale américaine, pour rejoindre les coffres de Fort Knox. Jamais il n'y a eu autant de vols entre Zurich et Fort Knox aux États-Unis. Et comme par miracle, l'orange du marchand est en train de réapparaître sur le bureau de la maîtresse. La maîtresse ici étant Donald Trump et Elon Musk. C'est extrêmement grave comme délit, hein. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que ceux qui ont utilisé l'or de la réserve fédérale américaine pour faire des opérations et des transactions servir. Alors, l'hypothèse la plus crédible est que l'or de la réserve fédérale est servi au Bullion Bank du marché anglais de Londres, là où on a le principal marché de l'or, est servi justement de collatéral pour permettre la création d'énormément d'or papier, etc., les ETF et tout ce qu'on veut. Et donc, cet or qui avait été mis en collatéral, prêté, si vous voulez, évidemment, Donald Trump a dit, comme Margaret Thatcher en son temps,
I want my money back et je veux que I want my gold back et je veux que mon or revienne à la maison. Mais tout ça n'aura pas d'impact sur le cours de l'or. Eh bien si, ça a de l'impact sur le cours de l'or parce que, si vous voulez, quand on carabistouille un peu, on finit par carabistouiller beaucoup. Et évidemment, tout ce qui a été un peu prêté, reprêté, reprêté, eh bien à un moment donné, on s'en est peut-être servi pas tout à fait comme il fallait, faut le retrouver. Et là, c'est panique à bord parce que quand on a émis pour une once d'or physique, une centaine d'onces d'or papier, voire plus, en fonction des estimations, on se retrouve dans une situation qui est compliquée et le cours de l'or ne peut plus être maintenu sous contrôle. Et vous avez évidemment une explosion du cours de l'or parce qu'il n'y a plus suffisamment d'or physique pour continuer à créer de l'or papier. Or, le marché de Londres était notamment manipulé depuis des années grâce à l'émission d'or papier permettant la vente d'or à découvert, de l'or qui n'existait pas. Et donc là, évidemment, vous vous retrouvez dans une situation de marché qui est compliquée. Ça peut, attention, ça peut aller extrêmement haut, extrêmement vite, justement parce qu'on est dans des histoires de spéculation effroyables et de grosses ventes à découvert. Et quand on a vendu beaucoup à découvert des choses qu'on n'avait pas et qu'on doit se les procurer et qu'il n'y en a plus assez, eh bien évidemment, l'ajustement se fait par le prix et ça monte. Donc là aussi, Aude, on a des éléments techniques au-delà de la notion de valeur refuge, au-delà de la notion d'incertitude géo-éco-politique. Nous avons aussi des éléments techniques sur l'or et ces éléments techniques qui sont liés au fait que Donald Trump voulait que l'or revienne à Fort Knox. Ça tend évidemment le marché du physique. Un mot sur une autre valeur refuge, une autre devise, le franc suisse. La Suisse est menacée, là aussi, par des droits de douane réciproques comme tous les pays du monde, à hauteur de 31%, ce qui serait quand même plus que l'Union européenne. Est-ce que dans son statut de valeur refuge pour la monnaie suisse, ça peut entacher ce statut-là? On a le dollar qui est au plus bas depuis 10 ans face au franc suisse, mais évidemment, si la Suisse se voit appliquer ses droits de douane, ce serait quand même compliqué pour elle. Ce serait compliqué pour elle, mais là aussi, ça va se négocier. Je crois que tout le monde a bien compris comment fonctionnait Donald Trump. Il faut, je vais pas dire ne pas paniquer, mais en tout cas, il faut savoir garder un tout petit peu son sang-froid. Donald Trump, c'est celui qui a écrit l'art du deal. Et dans sa conception de l'accord, de la négociation, il y a toujours cette idée extrêmement forte que c'est celui qui pose en premier le référentiel qui gagne. Voilà. Et donc, lui, il arrive et il dit, les cocos, ça va être plus 31% pour la Suisse. Ah, bon. Et donc là, les Suisses, ils disent, 31%, c'est beaucoup trop. On veut bien accepter 10%, 8,5%, 12,5%, 15,2%, les jours où le vent souffle de nord au sud, et puis quand je mets le doigt et que machin. Bon, bref, tout ça, si vous voulez, c'est de la négociation. Il n'y a pas de raison que les Suisses et les Américains ne réussissent pas à négocier un accord de libre-échange bilatéral. Ils réussiront à négocier un échange, un accord de libre-échange bilatéral. Et c'est exactement la politique qu'avait annoncé Donald Trump. Je vais faire des accords bilatéraux, pays par pays, et je vais négocier à chaque fois. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il est arrivé, il a dit, allez, boum, il a annoncé ses droits de douane pour tout le monde, là, avec ses tableaux, y compris pour les pays où il y avait des pingouins, ce qui a fait rire la terre entière, mais ça, c'était peut-être... Vous n'êtes pas inquiet pour le franc suisse? Ah non, je suis pas inquiet pour le franc suisse, je suis pas inquiet pour la Suisse, mais vous savez, de manière générale, je suis pas vraiment inquiet pour le monde. Je pense que ce qui est en train de se passer est très important, mais ce qui est en train de se passer est très intéressant, et il faut pas voir que le verre à moitié vide, il faut le voir aussi à moitié plein, c'est-à-dire que objectivement, aucun économiste, Aude, ne vous dira autre chose que la mondialisation a entraîné la création de grands déséquilibres. Donc il y a des immenses déséquilibres financiers, de déficit de balance commerciale, de déficit des balances des investissements, de déficit industriel, de déficit de production. Donc, ces immenses déséquilibres, il faut les rééquilibrer. Et je vais vous dire,
plus vous êtes mondialiste, plus vous avez envie de sauver la mondialisation, et plus vous devriez avoir la préoccupation de rééquilibrer les déséquilibres de la mondialisation. Sinon, la mondialisation court à sa perte. C'est une évidence politique. C'est-à-dire que, au bout du compte, Aude, ce qui est important, c'est que les gens aient du boulot et que les gamelles soient remplies à la fin du mois. Si vous ne remplissez pas les gamelles et que les gens n'ont pas de boulot, votre système, aussi génial soit-il, il est complètement illusoire et il ne tiendra pas. Donc, quand vous avez un système qui a de trop grands déséquilibres, il est de l'intérêt même de ce système, non pas de se mettre des œillères sur le visage. Ah, je veux pas voir les problèmes. Ce qu'on fait depuis 30 ans, il faut évidemment voir les problèmes, nommer les déséquilibres et les rééquilibrer. Alors évidemment, cette phase de rééquilibrage, elle est plus ou moins violente, elle est plus ou moins difficile. Oui, c'est violent en ce moment. Merci beaucoup, Charles. C'est déjà la fin de cette interview, mais c'était très intéressant. Et puis bonne route, parce qu'on vous a vu que vous étiez en visio avec nous depuis votre voiture arrêtée en pleine forêt en plus. Alors bonne balade ou bonne route. Merci à vous en tout cas.